Un instant, ça va se partager. Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez très très bien. Je suis le professeur Soumaya Dlemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Je me fais le plaisir de vous accompagner ce semestre par rapport au management S2. Tous mes cours, vous allez les retrouver sur ma chaîne privée YouTube Soumaya Dlimi, d'accord? Et je vous laisse dans la partie description une autre vidéo de chaque séance sur laquelle vous pouvez aussi vous baser pour plus ample information. Donc voilà, j'espère que tout va bien chez vous. On a vu ensemble l'école classique avec qui? Avec Taylor, avec Fayol et avec Max Weber. Nous sommes passés directement, vous et moi, à l'école des relations humaines. Nous avons découvert Abraham Maslow pour réfléchir autour des besoins. Nous sommes passés à Douglas MacGregor. Nous avons vu la théorie X et Y. Nous sommes même passés chez Herzberg pour voir la théorie bifactorielle. Et souvenez-vous avec moi de Dalton Mayo. Donc, aujourd'hui, je vous emmène avec moi vers un autre champ de réflexion, une nouvelle façon de faire. Nous sommes aujourd'hui où? À la partie 3, toujours du chapitre 1. Donc, partie 1, école classique. Partie 2, école des relations humaines. Et partie 3, les courants contemporains de management. Là, nous sommes dans la modernité. Là, nous sommes dans une nouvelle vision des choses. Qui allons-nous travailler? Nous allons travailler plusieurs auteurs, donc je vais vous les partager. Mais quelle école va être utile pour nous dans le cadre de notre apprentissage autour de comment mener les équipes vers la performance, comment mener le capital humain vers un investissement? Nous allons nous concentrer sur 3 courants principalement contemporains de management, à savoir l'école néoclassique, ou ce qu'on appelle communément empirique, l'école systémique et l'école japonaise. Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette séance. Alors, l'école néoclassique, elle a développé une optique à la fois empirique. Quand on dit empirique, ça veut dire terrain. Elle est prise du terrain, elle est prise de la réalité. Donc, il ne s'agit pas uniquement de réflexion ou d'analyse, mais c'était des personnes que nous allons découvrir tout de suite qui ont vécu les choses, qui ont tenté les choses, mais sur le terrain. Et ce qu'ils vont nous partager émane de leur vrai vécu. Donc, ce sont des actions opérationnelles qu'ils ont menées eux-mêmes sur le terrain. Ils vont nous partager ce qui a fonctionné. Donc, ça a aussi un caractère normatif. Donc, quand on parle de normes, on parle de normes, donc de règles, de certains concepts qu'il faut quand même appliquer. Donc, c'est des principes qui sont à même d'être appliqués dans toutes les organisations. Allez, je vous emmène avec moi. On découvre ensemble ces praticiens-là. Donc, c'est comme je viens de souligner, des praticiens qui ont pratiqué certains concepts, certaines pratiques managériales, et nous allons voir ensemble. Donc, ce sont des expériences vécues. Nous allons découvrir ensemble Alfred Sloan, Peter Drucker, comme vous voyez, et Burns and Stalker. Octave, je l'ai mis. Si j'ai le temps, je le ferai avec vous. Sinon, la plupart des éléments, on va dire, que je ne partage pas ici, vous les trouverez sur le support PDF que j'ai laissé sur ma plateforme ENT. En fait, je vous partage dans les séances la plupart des éléments. Vous trouverez peut-être une phrase ou deux que je n'ai pas dite, mais bon, j'essaie de vous partager le maximum. Allez, Alfred Pritchard Sloan, 1875-1966, la théorie du changement organisationnel planifié. Déjà, regardez, changement. On mène un changement. Et quand on dit changement, il y a une conduite de ce changement. Le changement, on ne change pas une fois et on bloque. Le changement est permanent. Il doit tout le temps rester continuel. On progresse, on voit le plan A, est-ce que ça marche? On va partir vers le plan B. On va voir aussi est-ce que ça marche ou pas. On essaie de partir déjà tout le temps dans l'action, dans la rectification, dans la continuation. Vous vous rappelez de cette devise que j'ai expliquée à maintes reprises? C'est ça.
Lorsque nous avons un plan d'action, c'est plus clair, notre vision est plus claire, on sait où on va, on sait avec qui il faut nommer, qui il faut impliquer, donc un plan d'action. On découvre. Sloan est un industriel américain qui avait pris, tenez-vous bien, la direction de l'entreprise General Motors. Il a réussi à la restructurer, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'elle arrive au rang des 3 plus grandes entreprises au monde. La capacité de Sloan à restructurer une entreprise d'une telle taille aujourd'hui nous montre quand même que sa vision est très importante. Et bien sûr, à vous le soin, cher étudiant, manager de demain, de choisir la meilleure approche pour vous qui est importante, qui vous correspond déjà, qui correspond à votre personnalité pour pouvoir être un chef de service futur, un chef de mission, un chef de projet, un chef de département ou un chef d'entreprise pour que vous puissiez trouver l'outillage le plus adapté à votre personnalité et le mettre en pratique. Allez, sa vision. Sur quoi il s'est basé? Quelle est la façon la plus adéquate pour lui de faire? Donc l'idée est de rapprocher le système de décision de l'action. Nous le savons très bien, je l'ai déjà expliqué, nous avons des exécutifs et nous avons le pôle décisionnel. Pour lui, il faut un rapprochement entre la hiérarchie verticale et horizontale. Il faudrait dans ce système-là, ce système relationnel, avoir on va dire, une liaison étroite entre les preneurs de décisions et ceux qui sont dans l'exécution. Pourquoi? Peut-être bien parce que les personnes qui sont en haut, qui prennent des décisions-là, ne doivent pas les prendre selon leurs références, selon leur vécu à eux, mais selon les personnes qui vivent réellement les situations, qui pratiquent au jour le jour les choses. Donc peut-être qu'ils doivent descendre, les consulter, leur parler, communiquer avec eux pour connaître leurs conditions, comment ça se passe et connaître leurs besoins, les défaillances. Bien sûr, ils vont partager leur savoir-faire, leur vision des choses, mais tant que nous avons un rapprochement, j'ai bien mis ici rapprocher, le système de prise de décision des personnes qui sont dans l'action. Chaque division fonctionne comme une entreprise indépendante. Là, vous remarquerez les départements. Donc, lorsque nous avons un département financier, un département marketing, un département commercial, ainsi de suite, lorsque nous avons, je prends par exemple le département marketing, on a le chef de département, mais on a ce chef-là qui assiste à toutes les réunions, avec le manager, avec le leader, avec le responsable marketing. Donc, ils discutent même, ils peuvent appeler les commerciaux, ils vont discuter, ils vont innover ensemble, ils vont être ensemble dans l'action. C'est un rapprochement, on va dire. Pourquoi? Pour pousser chacun à être responsable de sa propre décision dans l'action dans laquelle il entreprend. Il n'y a plus l'unicité de commandement. Celui qui est en haut qui prend des décisions. Non, parce qu'il ne vit pas avec nous ce que nous vivons. Et donc, il y a quoi? Une décentralisation du pouvoir. Le pouvoir qui était en haut, il va se décentraliser, il va descendre par rapport à chaque chef de département. Et même le chef de département peut déléguer cette prise de décision, ce pouvoir-là. Il dit ce que tu vois adéquat, ce qui te semble opportun, ce que tu vois vraiment correct, ben tu le fais, tu m'attends pas. Quand il faut agir, il faut agir. Lorsqu'il y a quelque chose de très très grave, tu m'appelles. Mais lorsque ça fait partie de tes décisions de tous les jours, des décisions quotidiennes, ben hop, tu le fais. Tu passes à l'action, tu prends des décisions. Donc, on ne va pas quand même partir à chaque fois vers la direction pour lui demander son avis sur chaque partie de notre activité de chaque jour. Ça a des avantages, vous savez. La flexibilité déjà. C'est flexible, on peut agir, réagir, on se réajuste, on essaie d'avancer ensemble. Vous poussez les gens à être plus créatifs. Donc, moi, au lieu d'attendre qu'on puisse me dire ce que je dois faire, je vais déployer un effort personnel. Je vais réfléchir. Donc, ça va booster ma créativité. On apprend à être responsable parce que tu es responsable de ton projet. Il y a des personnes qui disent, mais je travaille sur mon projet, ça fait 6 mois. Oui, commence à développer cet esprit de responsabilité, cet esprit de fidélisation, esprit d'appartenance. Oui, il commence à avoir même l'esprit d'initiative. Oui, oui, moi, si vous me faites confiance, je peux travailler sur ceci et cela. Donc oui, les gens se sentent valorisés, on gagne du temps au lieu d'attendre monsieur qui puisse venir et il a des engagements. Donc tout le monde passe à l'action, on gagne du temps.
l'autonomie. Et bien sûr, celui qui contrôle, il est plus dans la commodité. Donc, je passe directement vers Peter Drucker, 1909-2005, par rapport au management par objectif, et nous allons voir une autre vision des choses, et vous jugerez vous-même de quel type de management vous serez, on va dire, fan. Comme ça, vous pourriez être des redoutables managers, je l'espère. Le manager, pour Drucker, doit donner à chaque acteur de l'entreprise ses objectifs, enfin des objectifs, des ressources et des règles de contrôle. Cela veut dire quoi, cher étudiant? Que le manager, lorsqu'il veut que ses salariés qui sont avec lui, ce staff, cette équipe-là, qu'ils puissent être opérationnels. On ne va pas leur dire, allez, on passe au travail. Oui, mais comment, où, de quelle façon, avec qui, de quelle manière, selon quelle deadline? Il y a plein de questions auxquelles il faut peut-être donner des réponses. Montrer la visibilité et montrer où on veut arriver. Très important. Donc, il est meilleur pour Drucker de montrer où on veut arriver. C'est quoi l'objectif final? Donc, on va manager les gens pour qu'ils puissent arriver à l'objectif X ou Y. Je leur dis, écoutez, on voit la même direction ensemble. En principe, aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse arriver à tel objectif. D'accord. Alors, j'ai besoin de ce site-là et en plus, j'ai besoin de 2 personnes. On doit recruter, on doit ramener des stagiaires. Bon. Les ressources naturelles, les ressources financières, techniques, humaines, et on leur donne une marge de contrôle. Comment on peut y arriver, avec quel délai, etc. Et tant que nous sommes clairs, on va manager par objectif. Et dès que la personne va atteindre cet objectif-là, elle donne satisfaction, elle fait un bilan, une présentation de l'état d'avancement, on peut lui tracer un nouvel objectif. Donc, les 3 tâches majeures du management pour Drucker sont la fixation d'objectifs clairs. On ne peut pas laisser les gens deviner quand même. Il ne faut pas utiliser un discours basé sur les métaphores alors que nous sommes en train de tracer des objectifs, donc des objectifs clairs. Et lorsque nous parlons aussi de clairs, ils sont faisables, réalisables et non pas uniquement envisageables. Donc opérationnels et qui permettent de créer une adrénaline, de la motivation, et que chacun puisse avoir un rôle à jouer. Donc, l'excellente répartition du travail. L'établissement aussi d'un travail productif. On ne travaille pas uniquement pour travailler, mais pour générer un gain. Les gens doivent sentir qu'ils s'investissent pour arriver à un livrable. Et ça créera une satisfaction au travail. La gestion aussi des impacts et des responsabilités sociales, là je parle du volet RSE, la responsabilité sociale des entreprises, tant qu'on protège l'environnement, on protège la santé du salarié. Nous sommes dans la protection environnementale, dans le développement durable et en même temps dans la préservation du capital humain que nous avons. Donc ici, nous venons de découvrir 2 auteurs. Je vais laisser l'école systémique pour la future séance. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très très bientôt.